Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. Emily Walker se réveilla avant le soleil, comme toujours. L'odeur des grains de café torréfiés emplissait leur cuisine de banlieue pendant qu'elle préparait la boîte à déjeuner de Mika et révisait les diapositives de la présentation d'Henry sur sa tablette. Ses doigts s'attardèrent un instant sur l'entête de l'entreprise, Walker Tech. Aucune mention de son nom, bien qu'elle ait réécrit mot pour mot ce discours pour les investisseurs la nuit précédente, pendant que Mika toussait sur ses genoux. Elle ne se plaignait pas. Elle avait accepté depuis longtemps que son rôle dans l'empire grandissant d'Henry était invisible, silencieux. C'était Emily qui restait éveillée jusqu'à minuit pour équilibrer la paix lorsque le premier comptable avait démissionné. C'était Emily qui avait esquissé la première stratégie de la start-up sur des bouts de papier tout en berçant un nouveau-né. 6 ans plus tard, elle gérait encore tous les rapports financiers en coulisses, lui envoyait des articles de presse triés sur le volet à citer lors de ses présentations, et modérait même les plaintes anonymes des employés en ligne, tout en étant simplement désignée comme « sa femme ». Sa boîte de réception ne portait aucune signature. Son nom ne figurait pas sur le site web. Pourtant, elle persistait. Ce matin-là, alors qu'Henry entrait dans la cuisine, vêtu de son élégant costume anthracite et d'une eau de Cologne qu'elle ne reconnaissait pas, Emily lui tendit un dossier. « Les chiffres du dernier trimestre, dit-elle. Tes projections étaient un peu optimistes. J'ai ajusté le flux de trésorerie pour qu'il paraisse plus net aux investisseurs. » Il jeta à peine un coup d'œil au dossier. « Merci, marmonna-t-il, lui déposant sur la joue un baiser qui manqua sa cible. Mika entra en courant, les bras tendus et le sourire aux lèvres. « Papa, regarde. J'ai dessiné le logo de l'entreprise. » Il brandit une esquisse grossière au crayon de l'emblème de Walker Tech. Henry lança un « c'est bien » distrait avant de filer par la porte. Emily resta figée près du comptoir. C'était tout. Pas de « passe une bonne journée ». Pas de « ça va ?» Et pourtant, elle nettoya silencieusement les miettes de toast de son assiette, rangea le dossier dans son tiroir et prépara Mika pour l'école. Elle lui fit un signe d'adieu depuis le porche, pieds nus, portant le poids invisible de ses contributions. Elle ne voulait pas d'applaudissements. Elle voulait juste être vue. Mais ce matin-là, comme tant d'autres avant, son génie fut entièrement absorbé par l'ombre d'un homme qui ne brillait que parce qu'elle maintenait la lumière allumée derrière lui. La maison était modeste, à peine 2 chambres, de la peinture qui s'écaillait au plafond de la salle de bain et un générateur qui toussait plus fort qu'il ne fonctionnait. Emily et Henry venaient de se marier, et Walker Tech n'était encore qu'une idée griffonnée sur des serviettes en papier et des carnets tachés de café. Henry avait la passion, sans aucun doute. Il aurait pu vendre de l'eau à l'océan, mais il manquait de structure. C'est Emily qui le lui fit remarquer un dimanche matin tranquille après l'église. « Tu as besoin d'une vraie fondation », lui dit-elle en essuyant la bave de Mika de son épaule. « Tu essaies de faire un feu sans bois. » Henry rit, légèrement sur la défensive. « C'est pour ça que je t'ai, dit-il, à moitié en plaisantant. » La même semaine, elle rendit visite à son père, Léonard, un homme à la retraite, calculateur message. Il avait passé des décennies comme comptable principal pour l'une des plus grandes entreprises de Lagos. Autour d'un thé, elle demanda, « Papa, te souviens-tu encore comment aider quelqu'un à démarrer une entreprise à partir de zéro ?» Il haussa un sourcil. « Emily, qui se salit les mains cette fois ?» Elle répondit doucement, « Henry, mais j'y participerai aussi. » Léonard vint avec des dossiers, des calculatrices et ce lourd registre vert dont ils ne se séparaient jamais. Pendant 3 semaines, leur table de salle à manger devint un champ de bataille d'idées, de corrections et de compromis. Henry s'agaçait des détails, s'emportant souvent. « On n'a pas besoin de toute cette théorie. Lançons-nous, c'est tout. » Mais Emily et Léonard furent patients. Ils enregistrèrent légalement l'entreprise, ouvrirent un petit compte professionnel et définirent des procédures opérationnelles que la plupart des startups ignoraient. Lorsque le mauvais crédit d'Henry commença à bloquer l'enregistrement des comptes, Léonard suggéra de mettre l'entreprise au nom d'Emily, pour le moment. Ça aidera aussi pour les impôts, ajouta Léonard en parcourant les formulaires. Emily hésita, mais Henry lui prit la main et dit, « Je te fais confiance. C'est notre projet, tu te souviens ?» Sans contrat de mariage et avec une foi totale en leur rêve commun, elle signa les papiers.
Ce soir-là, alors qu'il trinquait avec un vin bon marché, Henri lui embrassa le front et dit « Tu verras, chérie. Un jour, Walker Tech sera partout. » Elle sourit, non pour la gloire, mais à l'idée que leur avenir était quelque chose qu'ils construisaient ensemble. Elle ne se doutait pas que pendant qu'elle posait les briques, Henri tenterait un jour de l'enfermer dehors. Henri se tenait devant la banque, faisant les 100 pas, tandis qu'Émilie était assise en face du conseiller en prêt, une boule grandissante dans l'estomac. Le nom d'Henri venait d'être rejeté pour la 3e fois. « Nous ne pouvons pas l'approuver sous son profil », expliqua le conseiller en lui repoussant le dossier. Trop d'obligations non réglées. Henri sortit en trombe dans le couloir, visiblement contrarié. Émilie le suivit, lui touchant le bras. « Peut-être qu'on peut essayer une autre banque, » offrit-elle doucement. Il secoua la tête. « Ils diront tous la même chose. Mon nom est taché. » Il la regarda avec une lueur désespérée. « Et si on le faisait sous ton nom ? Juste le temps que je règle mes affaires, tu as un dossier impeccable. » Sa gorge se serra. Être la colonne vertébrale ne la dérangeait pas, elle l'était déjà, mais prendre les rênes légales sur le papier semblait plus lourd. Pourtant, elle se souvint du rêve, du plan, des nuits blanches, alors elle hocha la tête. « D'accord, faisons-le. » Henri la serra dans ses bras comme si elle lui avait sauvé la vie. « Je te revaudrai ça, » murmura-t-il. Elle ne savait pas qu'un jour il oublierait avoir jamais prononcé ces mots. Dans les semaines qui suivirent, Émilie signa des baux, des dépôts d'entreprise, des déclarations fiscales et des contrats avec les fournisseurs, tout cela à son nom. Henri se présentait aux réunions avec charme et assurance, tandis qu'Émilie passait des nuits blanches à vérifier chaque ligne des feuilles de calcul. Elle rédigeait des emails officiels, signait des documents et absorbait les risques financiers, le tout en silence. Lorsque leur premier contrat fut conclu et que l'argent arriva sur le compte, Henri prit une capture d'écran et la publia sur les réseaux sociaux. Dieu l'a fait. De 0 à 6 chiffres. Les commentaires affluèrent, remplis de louanges et de félicitations. Ce type est inarrêtable, lisait-on. Un autre disait, que des coups de maître. Pas une seule mention d'elle. Émilie ne s'en souciait pas, du moins pas ouvertement. Elle célébra avec lui, le serra fort dans ses bras et prépara même un petit gâteau sur lequel était écrit « à beaucoup d'autres ». Mais une partie d'elle, la partie calme et analytique, archiva chaque document, chaque décision et chaque signature, au cas où. Elle croyait encore en lui. Croyait encore qu'ils étaient du même côté. Mais au fond d'elle, une voix inquiète lui murmurait « conserve les preuves ». Le sommet trimestriel des investisseurs était prévu pour un vendredi soir, et Henri passa toute la semaine à répéter son discours, tandis qu'Émilie peaufinait les diapositives PowerPoint en coulisses. Il s'entraînait devant le miroir. Elle réécrivit son introduction 3 fois pour la rendre plus percutante. « Tu devrais moins parler de croissance et plus de durabilité, » dit-elle pendant le dîner. « Ça te donnera l'air plus visionnaire. » Il balaya son conseil d'un geste de la main. Les investisseurs veulent des chiffres, pas des leçons de morale. Pourtant, il utilisa ses notes presque mot pour mot. Le soir de la présentation, Henri entra dans la salle de réception huppé dans un costume marine sur mesure, flanqué de Pénélope, sa nouvelle assistante. Émilie regardait la retransmission en direct à la maison, berçant Mika pour l'endormir. Lorsque l'écran s'illumina et que les applaudissements emplirent la salle, Henri rayonna et se présenta. « Bonsoir, je suis Henri Walker, fondateur et PDG de Walker Tech. » Le nom d'Émilie ne franchit pas ses lèvres, pas même dans les remarques de clôture. Plus tard cette nuit-là, il rentra à la maison, sentant le champagne et la satisfaction. « Ils m'ont adoré, » dit-il en jetant ses chaussures. « J'étais en contrôle total. » Émilie lui tendit un verre d'eau et dit « C'est normal. » Les données étaient solides, les projections affûtées. Il hocha la tête, mais ne la remercia pas. Au lieu de cela, il demanda « Peux-tu relire cette proposition pour lundi ? Je dois conclure l'affaire rapidement. » Elle la prit sans un mot. Dans son esprit, elle se souvenait de la diapositive des investisseurs qui disait « Déclaration du fondateur », écrite par elle, modifiée 10 fois et attribuée à lui. Même Pénélope l'avait commentée plus tôt dans la journée par SMS. « Monsieur, cette déclaration était brillante. L'avez-vous écrite vous-même ?» Il avait simplement répondu « Oui ». Émilie vit le message quand Henri laissa son téléphone déverrouillé par erreur. Elle ne le confronta pas. Elle sauvegarda simplement la capture d'écran dans son dossier privé. Chaque jour,
elle se sentait disparaître un peu plus dans les marges d'une histoire dont elle était pourtant l'auteur. Et tandis qu'Henri se prélassait sous les projecteurs, la lumière d'Émilie s'estompait, doucement, délibérément. Mais jamais complètement. Car si elle était invisible pour le monde, les archives papier, elle, n'oubliait jamais son nom. Le silence entre eux s'était épaissi, comme un vieux papier peint qui se décolle derrière un meuble. Ce n'était pas seulement qu'Henri ne lui touchait plus la taille en passant derrière elle dans la cuisine. C'était la façon dont il ne remarquait plus quand elle parlait. Il écoutait autrefois, à l'époque où Mika rampait encore, à l'époque où les discussions d'affaires nocturnes se transformaient en rêves intimes et silencieux sur l'avenir. Mais maintenant, Henri rentrait à la maison avec un téléphone collé à l'oreille et des sourires vagues qui atteignaient à peine ses yeux. Émilie commença à remarquer les petits changements. Le dîner qui refroidissait sur la table, les appels téléphoniques qui se terminaient quand elle entrait dans la pièce, une eau de Cologne qu'elle ne reconnaissait pas accrochée à son blazer. « Tu as manqué la foire scientifique de Mika aujourd'hui » dit-elle un soir, alors qu'il desserrait sa cravate, les yeux fixés sur la télévision. Il a eu la première place. Il marmonna « Je me rattraperai » et changea de chaîne. Émilie resta là, tenant le petit trophée fait main de Mika, son cœur sombrant sous le poids croissant de son indifférence. Mika, maintenant âgé de 5 ans, avait commencé à le remarquer aussi. Un soir, alors qu'elle le bordait, il murmura « Maman, est-ce que papa ne nous aime plus ?» La question brisa quelque chose en elle. Elle lui embrassa le front, sa voix ferme malgré la douleur dans sa poitrine. « Non, mon chéri, les adultes sont juste très occupés parfois. » Mais même elle n'y croyait pas. Plus tard cette semaine-là, Henri manqua un autre dîner de famille, envoyant un SMS qui disait « Réunion tardive ». Ne m'attendez pas, Émilie resta à la fenêtre longtemps après avoir couché Mika, regardant les voitures se garer dans l'allée des voisins, leurs phares balayant son mur. Elle commença à se poser des questions qu'elle avait autrefois enfouies sous la loyauté. Quand a-t-il commencé à m'exclure? Quand ces réunions d'affaires sont-elles devenues plus importantes que notre famille? Émilie n'était plus en colère. La colère avait depuis longtemps été remplacée par une douleur sourde, comme vivre dans une maison où l'on entend de l'eau goutter sans savoir d'où elle vient. Elle fixa l'enveloppe juridique toujours rangée dans son tiroir, celle avec tous les documents d'enregistrement. Elle ne l'avait pas regardée depuis des années, mais cette nuit-là, elle la sortit lentement, le papier raidi par le temps, mais lourd de sens. Et pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit son silence se transformer en suspicion. Émilie n'avait jamais eu l'intention de devenir détective, mais les indices se présentèrent sans y être invitée. Une tache de rouge à lèvres sur une chemise blanche, un reçu Uber pour un hôtel du centre-ville à 23h43. Un message vocal qu'Henri avait voulu supprimer, mais avait oublié, ou une certaine Léla gloussait en disant « Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a réussi ça sans qu'elle le sache ». Émilie resta immobile dans la buanderie, la voix tournant en boucle dans ses AirPods tandis que le sèche-linge bourdonnait derrière elle. Ses doigts tremblaient, mais sa respiration resta calme. Elle n'avait plus de larmes pour la trahison, pas après des années à ensevelir son identité dans l'ambition de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, elle ne le confronta pas. Au lieu de cela, elle conduisit tranquillement jusqu'à l'appartement de Maya avec une clé USB et une enveloppe Kraft. « J'ai besoin de savoir quels sont mes droits », dit-elle simplement, alors que Maya levait les yeux, alarmée. Que s'est-il passé? Émilie prit une longue inspiration. Il a une liaison, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète. J'ai besoin de savoir ce qu'il pense que j'ai oublié. Maya, à la fois sa meilleure amie et une avocate chevronnée, n'insista pas pour avoir des détails. Elle ouvrit les documents, ses sourcils se fronçant à chaque ligne. Émilie, cette entreprise est toujours légalement à ton nom. Chaque actif, chaque dossier d'investisseur, les comptes opérationnels. Tu n'as jamais annulé la propriété. Émilie la regarda, engourdie. Je pensais qu'il l'avait fait. Je pensais qu'il le ferait. Maya se renversa sur son siège. Et tu n'as jamais rien signé pour y renoncer. Émilie secoua la tête. Il ne me l'a jamais demandé. Un lourd silence s'installa entre elles. Maya se pencha finalement en avant. Veux-tu utiliser ça maintenant? Émilie hésita. Pas encore. Laisse-le continuer à danser. Je veux juste savoir si c'est moi qui mène la danse. En retournant à sa voiture, la vie lui parut différente. Plus bruyante, plus méchante, mais aussi pleine d'une promesse silencieuse. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais pas quand. Le timing serait crucial.
Et tandis qu'Henri riait dans les salons et chuchotait dans les couloirs d'hôtel, Émilie commença à dessiner les contours silencieux d'un plan. Elle attendrait, non par faiblesse, mais par précision. Son silence, qu'il avait autrefois rendu invisible, devenait maintenant l'outil le plus affûté entre ses mains. Mika comptait les jours avant son 6e anniversaire depuis des semaines. Chaque jour, il se réveillait avec une nouvelle idée, gâteau de pirate, chapeau de magicien, château gonflable. Émilie fit de son mieux. Elle fabriqua les décorations à la main, envoya les invitations aux enfants du quartier et emprunta même une petite enceinte à l'église pour mettre de la musique. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était d'Henri. Il avait promis. Je ne manquerai ça pour rien au monde, avait-il dit en ébouriffant les cheveux de Mika avec ce sourire répété. Mais le matin de la fête, il était parti. Son côté du lit était froid, la chambre d'amis intacte. Émilie appela 2 fois, sans réponse. À midi, elle reçut un SMS. J'ai dû faire un voyage de dernière minute. N'annule pas la fête, je me rattraperai. La fête se poursuivit avec des rires, des ballons et un sourire courageux sur le visage d'Émilie. Mais chaque fois que Mika regardait vers le portail, ses petits yeux s'assombrissaient un peu plus. Cette nuit-là, après avoir bordé son fils, Émilie s'assit à la table de la cuisine, parcourant les réseaux sociaux d'Henri. Il avait posté une vidéo, des verres de champagne qui trinquent, Léla à ses côtés dans une robe d'été blanche, les vagues se brisant en arrière-plan. La légende disait, nouveau partenariat, grand projet. Pas une seule mention de l'anniversaire de Mika. La main d'Émilie trembla en fixant l'écran. Ce n'était pas seulement une absence, c'était un effacement. Elle débarrassa la table lentement, les yeux secs, le cœur d'acier. Fini les excuses, fini de faire semblant. Cette nuit-là, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à construire une chronologie. Elle lista chaque transaction qu'elle pouvait retrouver, chaque contrat qu'elle se souvenait avoir aidé à rédiger, et chaque identifiant auquel elle avait encore accès. Les retours d'elle changea, non pas de rage, mais de préparation. Elle ne savait pas quand elle frapperait, mais elle savait maintenant qu'elle le ferait. Son fils avait demandé un père. Au lieu de cela, il avait eu un étranger poursuivant des ombres. Émilie ne laisserait pas cela devenir son avenir, plus maintenant. Elle transformerait sa douleur en quelque chose d'utile, de permanent. Et alors que la nuit s'approfondissait et que les bougies du gâteau de Mika gisaient fondues dans l'évier, Émilie murmura finalement à voix haute, « Tu as oublié son anniversaire. Mais je ferai en sorte que le monde se souvienne du mien. » Émilie attendit que la maison soit silencieuse. Mika dormait, blotti dans sa couverture préférée, et Henri n'était pas rentré. Elle entra dans le bureau, une pièce qu'elle avait autrefois aidé à peindre et à aménager, maintenant plus semblable à une salle d'exposition qu'à un espace de travail. Henri utilisait à peine le bureau, préférant les salons d'hôtel et les salles de conférences privées. Elle s'assit, ouvrit le tiroir du bas et sortit son vieil ordinateur portable. Il avait survécu au début de leur aventure. Son écran était fissuré dans un coin, son ventilateur gémissant comme s'il n'avait pas respiré depuis des années. Elle l'alluma et commença à chercher dans les fichiers archivés, contrats, pièces d'identité numérisées, feuilles de calcul financières qu'elle avait créées. Puis elle le trouva, un dossier intitulé « Transfert temporaire 2017 ». À l'intérieur, les documents la fixaient comme des fantômes ressuscités. La signature d'Henri était sur chaque ligne. Le nom de l'entreprise, le certificat d'enregistrement et la structure du capital, tout à son nom. Elle avait oublié combien elle avait donné, et si peu demandé en retour. Le choc ne fut pas les archives papier, mais l'email qu'elle trouva ensuite. Un message qu'Henri avait envoyé à leur ancien comptable avec pour objet, inversion de propriété plus tard. Le corps du message disait, « Nous inverserons la structure juridique une fois que mon crédit se sera amélioré. » Émilie s'en fichera. Elle veut juste que les choses fonctionnent. Il était daté de 6 ans. Émilie se renversa sur son siège, stupéfaite. Non seulement par le contenu, mais par la confiance avec laquelle il avait écarté sa voix. Il n'avait jamais demandé, jamais clarifié, jamais mis à jour les documents. Elle resta assise en silence, fixant l'écran, le poids juridique de ses dossiers soudainement vivant entre ses mains. Elle les déplaça sur une nouvelle clé USB et la plaça dans une enveloppe marquée « Maya urgent ». Ses mains étaient fermes, mais son cœur brûlait d'une fureur silencieuse. Si Henri voulait l'effacer, elle le laisserait essayer, mais pas avant de s'être présentée correctement. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle fit une double sauvegarde des fichiers,
stocka des copies sur 2 comptes cloud et verrouilla les originaux. Henri n'avait aucune idée qu'elle tenait l'épée qui pourrait mettre fin à son règne. Elle avait l'intention de le laisser continuer à danser sur son piédestal jusqu'à ce que le sol s'effondre sous lui. La confrontation n'arriva pas avec des cris ou des portes claquées. Émilie choisit son moment avec soin, un dimanche matin tranquille, Mika étant à la fête d'anniversaire d'un voisin. Henri entra dans la maison, lunettes de soleil toujours sur le nez, parlant fort au téléphone, son rire résonnant dans le couloir. Non, non, elle va bien. Toujours en train de jouer à la Sainte-Nitouche au foyer, dit-il au téléphone, ne sachant pas qu'Émilie était à la table de la salle à manger. Quand il se retourna et la vit là, silencieuse, posée, tenant un document imprimé, il se figea. Elle fit glisser le papier sur la table vers lui. C'est l'enregistrement de l'entreprise. Je l'ai retrouvé hier soir. Il baissa les yeux, puis rit. Tu déterres de vieux papiers maintenant. Elle ne sourit pas, tu n'as jamais rien inversé. Mon nom est toujours sur tout, chaque actif, chaque passif, chaque profit. Henri ricana, jetant ses clés sur la table. Et alors? Tu veux jouer à la PDG maintenant? Allons, Émilie. Ne commence pas ça. Tu n'es pas faite pour ce monde-là. Elle se pencha en avant. Non, Henri. Je n'ai jamais été faite pour la trahison, mais me voilà. Il se dirigea vers la cuisine, se versa un verre et haussa les épaules. Vas-y, essaie de faire du bruit. Mais n'oublie pas, tu as un enfant et pas de revenus. Si tu me pousses, tu finiras par me supplier pour une pension alimentaire. Émilie se leva lentement. Tu penses vraiment que ce sont des couches qui m'intéressent? Il ne répondit pas. Elle se dirigea vers la porte et se retourna. Tu penses que je suis silencieuse parce que je suis faible, mais j'ai été silencieuse parce que tu parles trop. Alors qu'elle sortait, le soleil toucha son visage comme un témoin silencieux. Elle ne claqua pas la porte. Elle ne pleura pas dans la voiture. Mais pour la première fois, elle sentit quelque chose changer. Pas de la colère. Pas de la vengeance. Quelque chose de plus clair, de la conviction. Henri ne l'avait pas seulement sous-estimé. Il avait oublié qui avait construit l'empire qu'il paradait maintenant. Et elle était sur le point de le lui rappeler, légalement, définitivement, et sans élever la voix. Le bureau de l'avocate était froid et stérile, mais Émilie se sentait étrangement calme en signant la requête. L'air était parfumé d'encre, de poussière et de papier frais. Des choses qui marquaient le début de quelque chose de nouveau. Maya était assise à côté d'elle, lisant les détails avec une précision méticuleuse. Il va être furieux, dit Maya à voix basse, parcourant la clause finale sur la réévaluation des biens communs. Émilie hocha la tête. Il l'est déjà. Juste de différentes manières. Elle ne demanda pas de pension alimentaire pour elle-même. Elle n'exigea même pas la garde exclusive. Elle voulait que le divorce soit propre, mais elle inclut une clause demandant la divulgation d'informations relatives à l'entreprise. Maya haussa un sourcil. Tu ne demandes pas de part. Émilie sourit faiblement. Non, parce que je n'en ai pas besoin. Cet après-midi-là, les papiers furent livrés au bureau d'Henri. Son assistante, Pénélope, les prit dans une enveloppe scellée et l'appela immédiatement. C'est d'un cabinet d'avocats, dit-elle. Ça a l'air sérieux. Henri déchira l'enveloppe devant ses collègues, laissant échapper un petit rire. Elle l'a finalement fait, dit-il en agitant les papiers du divorce comme une blague. Je suppose qu'elle veut sa liberté maintenant. Ryan Keller, son ami de longue date et l'un des avocats spécialisés en divorce les plus chers de la ville, l'appela ce soir-là. Je m'occupe de ça, dit Ryan avec confiance. Elle n'a ni emploi, ni action, ni voix dans l'entreprise. On va étouffer ça au tribunal. Henri sourit en sirotant son whisky. Assure-toi qu'elle reparte avec rien d'autre que des souvenirs. Pendant ce temps, Émilie se tenait près de la fenêtre de la chambre de Mika, regardant les lumières de la ville scintiller. Elle ne se sentait pas victorieuse, juste stable, comme si elle plantait enfin ses propres pieds après des années à se faire toute petite. Le silence dans la maison ne ressemblait plus à une perte. C'était de l'espace, de la place pour respirer, de la place pour bouger. Et pour la première fois, elle se murmura, voyons ce qu'il fera quand il pensera que je suis impuissante. Car Émilie savait quelque chose qu'Henri ignorait, elle ne demandait rien. Elle reprenait ce qui lui avait toujours appartenu. Le tribunal était élégant, moderne et stérile,
avec des sols polis et des cloisons en verre qui rendaient tout plus froid qu'il ne le devrait. Émilie était assise tranquillement à côté de Maya, vêtue d'un chemisier gris doux et d'un pantalon noir, son expression indéchiffrable. En face d'elle, Henri transpirait la confiance dans son costume marine, son bras nonchalamment posé sur la table pendant que Ryan Keller, son avocat, commençait son numéro. « Votre honneur », commença Ryan doucement, « mon client a été le seul bâtisseur et exploitant de Walker Tech depuis sa création. La requérante, bien qu'admirable en tant que femme au foyer, n'a pas contribué financièrement ou structurellement à l'entreprise. Elle cherche, malheureusement, à bénéficier de quelque chose qu'elle n'a pas aidé à créer. » Émilie ne s'y a pas. Elle s'y attendait. Elle avait déjà entendu ces mots en chuchotement, en plaisanterie, en silence, mais prononcés à voix haute au tribunal, ils coupaient différemment. Henri ne la regarda pas une seule fois pendant l'audience. Il répondit aux questions du juge avec une autorité suffisante, balayant le rôle d'Émilie comme étant de soutien, non stratégique. Lorsque le juge demanda si la propriété de l'entreprise avait jamais été au nom d'Émilie, Ryan intervint rapidement, seulement temporairement, lors d'un bref incident fiscal. La propriété n'a jamais été destinée à être permanente. Émilie ne répondit pas. Maya se pencha et murmura, « Laisse-les parler. Nous n'avons pas besoin de crier pour être entendus. » L'arrogance d'Henri remplissait la pièce comme un parfum, envahissant, calculé et nauséabond. Après, il sortit du tribunal en se pavanant et dit à Ryan, assez fort pour qu'Émilie l'entende, « Je t'avais dit qu'elle craquerait au tribunal. » Elle a toujours été faible. Mais Émilie ne craquait pas, elle observait. Chaque mensonge, chaque déni, chaque insulte stratégique était notée. Et tandis que Ryan rédigeait motion après motion pour l'effacer, Émilie savait que plus il parlait, plus il lui donnait ce dont elle avait besoin, la preuve de leur sous-estimation. Son silence n'était pas une retraite. C'était un rythme. Elle ne jouait pas en défense. Elle préparait son coup. Léonard était assis au bord de son fauteuil, tenant les documents jaunis qu'Émilie avait apportés la veille. Ses lunettes de lecture glissèrent sur le bout de son nez alors qu'il lisait chaque ligne 2 fois. « C'est toujours solide, murmura-t-il. Légalement, tu es la propriétaire de toute la structure. Son nom n'est même pas sur les documents du compte principal. » Émilie était assise en face de lui, Mika endormie sur ses genoux, ignorant l'orage qui tourbillonnait au-dessus de son petit monde. Léonard leva les yeux, les sourcils froncés. « Pourquoi n'as-tu pas encore agi ?» Émilie le regarda dans les yeux et dit doucement, « Parce que j'avais besoin de voir qui il est vraiment, sans masque. Maintenant, je sais. » Léonard se leva, se dirigea vers la fenêtre et fixa le soir calme. Il joue ça comme un homme qui n'a rien à perdre. Mais toi, tu tiens le toit au-dessus de sa tête. Il se retourna vers elle. Mais n'attends pas trop longtemps, et aime. Le silence peut se transformer en regret si tu le retiens trop fort. Elle hocha la tête, mais ne parla pas. Il y avait encore une partie d'elle qui se souvenait des premières années. Henri riant devant des nouilles brûlées. Henri tenant Mika pour la première fois. Henri construisant des rêves sur des tableaux blancs tard dans la nuit. Mais cet Henri était parti, enseveli sous l'ego et l'ambition. « Je ne me précipite pas, papa, dit-elle finalement. Je calcule. Je ne sortirai pas de ça brisé. J'en sortirai meilleur. » Léonard hocha la tête, mais posa une main ferme sur son épaule. « Alors promets-moi quelque chose. Quand le moment viendra, ne flanche pas, prends tout. Pas par dépit, mais parce que ça a toujours été à toi. » Émilie cligna lentement des yeux, puis dit, « Je le promets. » Ce soir-là, en quittant sa maison avec Mika endormie sur le siège arrière, elle pensa à cette promesse. Elle ne se battait plus seulement pour sa dignité. Elle se battait pour être un modèle de force pour son fils. Non pas la force qui crie, mais celle qui endure. Celle qui construit en silence et attend, prête, jusqu'à ce que toute la maison oublie qui a posé ses briques. Ryan Keller se renversa sur sa chaise, lançant une balle anti-stress d'une main à l'autre pendant qu'Henri faisait les 100 pas dans le bureau, agité. « Détends-toi, dit Ryan en souriant. Elle ne se bat même pas. Ça se passe exactement comme prévu. » Henri s'arrêta net. « Tu es sûr ? Elle est trop calme. C'est comme si elle attendait quelque chose. » Ryan ricana. « C'est comme ça que ces femmes au foyer se comportent. Elles ne comprennent pas le levier. Elles se fichent quand on leur met la pression. Crois-moi, elle n'a rien. Pas de travail, pas de propriété légale,
pas de levier. Henri hocha lentement la tête, mais la tension dans son expression ne s'estompa pas, pourtant, quelque chose cloche. Elle n'a même pas mentionné l'entreprise. Ryan haussa les épaules. Parce qu'elle ne le peut pas. L'entreprise est à ton nom, n'est-ce pas? Henri hésita. Eh bien, techniquement, ça a commencé au sien, mais c'était juste pour des raisons fiscales. Je pensais qu'on avait réglé ça. Le sourire de Ryan s'effaça. Attends, tu parles des documents de propriété originaux? Henri fit un geste de la main. Oui, mais ça date de plusieurs années. J'ai dit au comptable de changer ça. Ryan fronça les sourcils. A-t-elle signé quelque chose pour l'inverser? Henri fit une pause, fouillant dans sa mémoire. Non, je ne pense pas. Mais elle n'utiliserait pas ça. Elle ne saurait pas comment faire. Ryan se pencha en avant. Henri, tu ferais mieux d'en être sûr, parce que si ces documents sont toujours actifs et qu'elle les présente au tribunal. Henri l'interrompit. Détends-toi. Émilie n'a pas le cran. Elle est prévisible. Elle l'a toujours été. Ryan se renversa de nouveau, toujours sceptique. Espérons-le, parce que si elle a quelque chose et qu'elle reste assise dessus aussi tranquillement, tu ne la verras pas venir. Henri gloussa, essayant de chasser son malaise. Elle n'est pas si intelligente. Mais Ryan n'avait plus l'air amusé, car au fond, même lui savait que ce n'est pas le bruit qui est dangereux. C'est le silence qui planifie. La cour de l'école de Mika était remplie de rires et de bruits de ballons, mais le cœur d'Émilie battait d'une angoisse silencieuse alors qu'elle se tenait à côté de son avocate devant le bureau du directeur. Le juge avait statué en faveur de la garde partagée, un arrangement qu'Émilie avait accepté à contre-cœur, non pas parce qu'elle faisait confiance à Henri, mais parce qu'elle ne voulait pas que son fils soit pris au piège d'une lutte acharnée. Henri arriva avec 10 minutes de retard dans un SUV de luxe, des lunettes de soleil perchées avec arrogance sur son nez. Il ne salua pas Émilie. Il fit un signe de la main à Mika comme une célébrité saluant ses fans. « Salut champion », lança-t-il en soulevant Mika dans les airs. Mika sourit, mais Émilie vit la subtile hésitation dans ses yeux. Alors qu'ils échangeaient les sacs de week-end et les horaires, Henri sourit d'un air narquois. « J'espère que tu ne t'ennuieras pas trop ce soir. J'ai entendu dire que les bains moussants tiennent bonne compagnie. » Émilie ignora la provocation, s'accroupit au niveau de Mika et dit « N'oublie pas, si jamais tu as besoin de moi, je suis à un coup de fil. » Mika la serra fort dans ses bras, puis partit avec Henri, sa petite silhouette disparaissant derrière des vitres teintées. De retour à la maison, Émilie s'assit seule dans le silence, l'espace vide où les jouets de Mika résonnaient habituellement de bruits maintenant étrangement calmes. Elle ne regrettait pas seulement son fils. Elle pleurait l'avenir qu'Henri essayait de manipuler. Le lendemain, Maya appela pour l'informer qu'Henri avait demandé des modifications au calendrier des visites, essayant d'étendre sa garde pour couvrir les jours fériés importants. Il essaie de contrôler le calendrier, dit Maya. Si nous laissons passer ça, tu seras réduite à quelques week-ends et aux sorties d'école. Émilie soupira. Nous répondrons, mais pas agressivement, juste clairement. Elle ne voulait pas de guerre, mais elle ne laisserait pas Mika devenir un pion. Pendant ce temps, Henri paradait ses week-ends avec Mika sur les réseaux sociaux, photos au bord de la piscine, brunch somptueux, nouveau gadget. Internet l'applaudissait, super papa. Émilie ne dit rien, ne publia rien. Elle documenta simplement chaque retard, chaque réunion d'école manquée. Chaque fois que Mika rentrait en disant qu'il avait été laissé avec Léla pendant qu'Henri prenait des appels. Elle ne constituait pas encore un dossier contre lui. Elle construisait une chronologie de la vérité, car pendant qu'Henri se donnait en spectacle, Émilie préservait la réalité. Et le moment venu, elle la montrerait, non pas dans un tribunal, mais dans une salle de conseil où les vraies décisions étaient prises. L'audience finale eut lieu un jeudi matin humide. Émilie était assise dans la galerie, calme mais alerte, tandis que le juge résumait les débats. Monsieur Walker aura les week-ends en alternance et les jours fériés. Le soutien financier sera minime étant donné ses droits de garde partagés. Aucune preuve présentée aujourd'hui ne justifie une pension alimentaire pour l'épouse. Henri expira de soulagement, donnant un coup de coude à Ryan avec un sourire. Je t'avais dit qu'elle n'avait rien. Émilie ne réagit pas. Elle regarda le juge signer les documents, chaque trait finalisant un chapitre qu'elle avait déjà émotionnellement laissé derrière elle. À la fin de l'audience, Henri l'approcha à l'extérieur du palais de justice avec Léla à ses côtés,
son expression suffisante et superficielle. Alors, je suppose que tu vas bientôt compter tes sous, ricana Henri. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai que le chèque passe. Les couches ne sont pas si chères, de toute façon. Émilie le regarda, les yeux calmes. Henri, dit-elle doucement, tu ne connais pas la différence entre le silence et la soumission. Tu n'as jamais connu le prix de sous-estimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Léla roula des yeux et Henri rit en s'éloignant, chuchotant des blagues comme des enfants dans une cour de récréation. Maya rejoignit Émilie avec les papiers officiels, sont ton plat. C'est fait. Tu es libre. Émilie hocha lentement la tête. J'étais libre au moment où j'ai cessé de me soucier de ses excuses. Ce soir-là, Émilie rentra chez elle et borda Mika, sa main caressant ses boucles douces. Elle pensa à la décision du tribunal, non pas avec amertume, mais avec stratégie. Elle avait maintenant exactement ce qu'elle voulait. Henri ne la voyait plus comme une menace, et cela signifiait qu'il baisserait sa garde. Elle ouvrit son placard, attrapa derrière ses vieux dossiers fiscaux l'épaisse enveloppe brune étiquetée, attendre le bon moment. Elle la posa sur sa table de chevet, à côté de son agenda, à côté du stylo bleu qu'elle utilisait toujours pour signer les choses importantes. Émilie n'avait pas besoin de vengeance, elle avait besoin de clarté. Et maintenant, sans que le tribunal ne la surveille, elle pouvait agir différemment, plus vite, plus intelligemment, sans obstruction. Henri pensait l'avoir ensevelie sous sa fierté. Mais Émilie n'était pas ensevelie. Elle avait simplement pris racine plus profondément. Le bureau de Maya était niché dans un immeuble tranquille du centre-ville, à l'abri du tumulte de la circulation par des arbres en fleurs et une architecture ancienne. Émilie arriva avec l'enveloppe brune sous le bras et un plateau de café à la main. « Je t'ai apporté ton préféré », dit-elle en tendant à Maya un macchiato au caramel. Maya haussa un sourcil. « Tu ne m'apportes du café sucré que lorsque quelque chose d'amer s'annonce. » Émilie sourit, posant l'enveloppe sur le bureau. « C'est le moment. » Maya l'ouvrit et examina silencieusement les documents, ses yeux s'écarquillant à la lecture des signatures. « Émilie, c'est tout. Il n'a jamais déposé d'inversion. Il n'a même pas de copropriété sur le papier. » Émilie hocha la tête. « Et j'ai vérifié les relevés bancaires. Les comptes de l'entreprise sont toujours liés à l'enregistrement à mon nom. Même sa paie est traitée par une agence que je contrôle. » Maya se renversa sur son siège, stupéfaite. « Pourquoi n'as-tu pas encore utilisé ça ? » « Parce que j'avais besoin d'attendre qu'il soit convaincu que je ne le ferai pas, » répondit Émilie. Maintenant, il est sans méfiance, arrogant, se pavanant comme un homme qui se croit intouchable. Maya ferma lentement le dossier. « Quel est ton prochain coup ? » Émilie ne s'y a pas, nous commencerons par des notifications légales au conseil d'administration, discrètement, puis nous examinerons les comptes internes et suspendrons l'accès progressivement. Nous ne rendrons rien public jusqu'à ce que j'entre dans ce bâtiment, quand ce sera irréversible. Maya expira, puis sourit. C'est audacieux. J'adore. Émilie sirota son café, sa voix douce mais résolue. Il a passé des années à penser que je ne lirais pas les documents que je signais. Maintenant, il va apprendre ce qui se passe quand celle qui se tait se met à tourner les pages. Maya prit son téléphone et commença à prendre des rendez-vous. Émilie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville scintiller sous un ciel calme. Le monde ne le savait pas encore, mais un changement avait commencé. Pas une tempête, mais une marée. Et quand elle atteindrait Henri, elle ne rugirait pas. Elle monterait silencieusement, jusqu'à ce que tout ce sur quoi il se tenait disparaisse sous lui. Émilie se tenait près de la fenêtre de la chambre, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé chaude, regardant la pluie dessinée de douces traînées sur la vitre. La maison était trop calme. Mika était avec Henri pour le week-end, et le silence, au lieu de ressembler à du vide, ressemblait maintenant à de la clarté. Une par une, elle commença à se détacher de la vie qu'elle connaissait. Elle quitta les anciens groupes WhatsApp qui bourdonnaient des nouvelles superficielles de ses amis communs sur les brunchs et les vacances. Elle cessa d'assister aux dîners d'entreprise où elle se tenait autrefois dans l'ombre en tant qu'épouse d'Henri. Elle commença à se désabonner des newsletters liés aux événements qu'elle gérait en coulisses. Même sa garde-robe commença à changer. Des robes élégantes et cintrées remplacèrent les cardigans. Les talons bas furent troqués contre des escarpins discrets à la résolution pointue. Elle ne faisait pas que tourner la page. Elle se préparait à entrer dans une nouvelle pièce, une où personne ne lui demanderait à côté de qui elle se tenait. Lorsque sa voisine, Cassandra,
l'invita pour un café informel, Émilie déclina gentiment. Peut-être une autre fois, dit-elle. Cassandra, inquiète, pencha la tête. Tu es si silencieuse ces derniers temps. Tout va bien? Émilie sourit. Je me concentre simplement sur ce qui compte maintenant. C'est plus facile sans le bruit. Ce soir-là, elle supprima des photos, anciennes vacances, dîners d'anniversaire, des moments auxquels elle s'accrochait autrefois comme des pansements. Elle ne garda que ce qui comptait, les étapes importantes de Mika, le sourire fier de son père, des captures d'écran de ses premiers plans d'affaires. Dans le silence, elle pouvait enfin s'entendre à nouveau. Elle commença à se réveiller à l'aube, non par devoir, mais par discipline, lisant des études de cas, mettant à jour son CV, réapprenant des compétences qu'elle avait autrefois utilisées pour construire Walker Tech. Ce n'était pas une renaissance. C'était une remémoration. Chaque clic de sa souris, chaque étagère vidée, chaque petite sortie du cercle social d'Henri ne se faisait pas dans l'amertume. C'étaient des pas hors d'une pièce où elle avait été invisible. Maintenant, elle marchait vers la lumière, tranquillement, délibérément, un adieu à la fois. Dans la salle de conseil aux parois de verre de Walker Tech, des murmures avaient commencé à s'élever. Pénélope, l'assistante d'Henri, avait surpris une conversation curieuse lors d'un appel logistique de routine. Nous devons reconfirmer la chaîne de propriété légale, avait marmonné un membre du conseil. Quelque chose cloche dans le dernier rapport d'audit. Pénélope, vive et discrète, en prit note. Lors de son prochain moment privé avec Henri, elle aborda le sujet. Il y a eu des discussions, dit-elle en posant son café sur le bureau, au sujet des dossiers d'enregistrement. Certains directeurs demandent un examen interne. Henri balaya cela d'un revers de main, sans même lever les yeux de sa tablette. Ils parlent toujours. Laisse-les faire, tout va bien. Mais Pénélope s'attarda. C'est différent cette fois. Ils ont mentionné un nom, celui d'Émilie. Henri se raidit une seconde, mais se reprit rapidement. Elle n'a accès à rien d'important, dit-il en agitant la main. Laisse-les faire leur audit. Ils trouveront exactement ce que je veux qu'ils trouvent. Mais sous cette bravade, un malaise subtil commença à poindre. Henri demanda à son comptable, Léo, de faire une nouvelle vérification des dépôts de propriété. Juste pour ma tranquillité d'esprit, dit-il en essayant de paraître décontracté. Quelques heures plus tard, Léo lui envoya un message. J'aurai besoin de plus de temps. Certaines archives numériques n'ont jamais été mises à jour. Henri le lut 2 fois, puis jeta le téléphone de côté. Pendant ce temps, Pénélope passa son propre appel. Elle avait travaillé brièvement pour Émilie dans les premières années et se souvenait d'elle comme de la femme qui faisait tourner les choses. Le silence autour d'Émilie semblait maintenant trop contrôlé, trop orchestré. Et Pénélope, bien que fidèle à son salaire, avait le sens de la direction dans laquelle le pouvoir basculait. Au déjeuner, elle surprit 2 jeunes cadres débattre des rumeurs selon lesquelles Émilie aurait consulté des avocats d'affaires. Elle essaie probablement juste d'obtenir un règlement à l'amiable, dit l'un. Mais l'autre répondit avec un sourire narquois, on ne négocie pas de règlement quand son nom est encore sur l'acte de propriété. Les ragots se répandirent comme un parfum, fin, envahissant, persistant dans chaque recoin. Et bien qu'Henri portât toujours sa confiance comme une eau de Cologne, elle commençait à se fissurer. Pas publiquement, pas encore. Mais dans des moments calmes et solitaires, il avait commencé à vérifier ses applications bancaires un peu plus fréquemment. Le salon était rempli du doux bourdonnement des dessins animés. Mais les pensées d'Émilie étaient à des kilomètres de là alors qu'elle pliait le linge sur le canapé. Mika était assis en tailleur sur le tapis, faisant tourner une petite voiture entre ses doigts, inhabituellement silencieux. Après une longue pause, il se retourna finalement et dit « Maman, pourquoi papa ne m'appelle pas quand je ne suis pas avec lui ?» Les mains d'Émilie se figèrent en plein pliage. Elle regarda son fils, ses yeux ni en colère ni larmoyants, juste curieux d'une manière qui lui serra le cœur. « Il ne m'aime plus » demanda-t-il doucement. Elle s'assit à côté de lui, le prit dans ses bras et lui embrassa le sommet de la tête. « Non, mon chéri. Papa t'aime. Mais parfois, les adultes oublient comment le montrer correctement. » Mika leva les yeux. « Mais moi, je t'appelle tous les jours quand je suis avec lui. » Émilie hocha la tête, retenant ses émotions. « Et c'est pour ça que tu es le meilleur des adultes. » Plus tard cette nuit-là, après que Mika se fut endormi, serrant son éléphant en peluche, Émilie s'assit dans le noir, la pièce éclairée seulement par la douce lueur de son écran d'ordinateur.
Elle écrivit une lettre, non pas pour l'envoyer, mais pour la garder. Elle y détaillait chaque moment qu'Henri avait manqué, chaque fête qu'il avait balayé d'un revers de main, chaque histoire que Mika avait dû raconter comme si ça ne faisait pas mal. Elle la sauvegarda dans un dossier nommé « Pour Mika quand il sera plus grand », non par vengeance, mais par souci de vérité. Elle n'empoisonnerait jamais le cœur de son fils contre son père, mais elle ne réécrirait pas non plus l'histoire pour faire d'un fantôme un héros. Son enfant méritait l'honnêteté, et elle aussi. De l'autre côté de la ville, Henri célébrait un nouveau contrat dans un bar sur un toit, ignorant que son fils avait pleuré silencieusement sur l'épaule de sa mère plus tôt dans la soirée. Émilie était assise dans son silence, non pas comme une femme en deuil, mais comme une mère qui monte la garde. Le monde pouvait se méprendre sur elle autant qu'il le voulait, mais Mika ne le ferait jamais. Elle s'en assurerait. Et un jour, quand il lui demanderait pourquoi elle n'avait jamais abandonné, elle lui montrerait toutes les pages qu'elle avait écrites pendant que le monde pensait qu'elle ne faisait rien du tout. L'horizon d'Abuja scintillait sous un soleil éclatant tandis qu'Henri trinquait avec un client sur le toit de l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Les rires résonnaient autour de lui, des hommes puissants en costume de créateurs, des élites de l'industrie hochant la tête avec admiration, et Léla assise à ses côtés dans une robe rouge, se prélassant dans son éclat. À Walker Tech, porta un toast un investisseur en levant son verre. Toujours la marque technologique à la croissance la plus rapide du Sud-Ouest. Henri sourit, impeccable et bruyant, le centre de l'attention comme d'habitude. Il ne mentionna pas les avis d'audit qui s'accumulaient dans sa boîte de réception, ni les expressions de plus en plus anxieuses de Pénélope, ni les questions discrètes du conseil d'administration sur des signatures manquantes. Au lieu de cela, il raconta des blagues, exagéra des projections et commanda du vin importé comme si rien ne pouvait l'atteindre. Quand Léla murmura, « Tu es si calme ces derniers temps. » Plus de drame avec l'ex, Henri gloussa. Elle n'est plus rien, je te l'ai dit. Laisse-leur de l'espace, et elle sombre toute seule. De retour à la gosse, Émilie se tenait dans une salle de serveur silencieuse au bureau central de Walker Tech. Le personnel de service avait été informé qu'il y aurait une maintenance de routine nocturne sur les systèmes internes. Personne ne se doutait que c'était le début d'une prise de contrôle complète. Maya entra à ses côtés, tenant les dossiers d'autorisation. Accès à la paix verrouillée, dit-elle en cochant des points sur une liste imprimée. Permission du centre de données interne modifiée. Le portail du directeur financier est maintenant redirigé vers ton email administrateur. Émilie hocha la tête sans parler, son regard concentré. Elle n'était pas en colère. Elle n'était même pas excitée. Elle était méthodique, agissant comme une femme qui avait répété cela pendant des mois. Au lever du soleil, elle contrôlerait l'entreprise de bout en bout. Les comptes prendront effet lundi, ajouta Maya. Mais nous commençons la séquence de gel ce week-end, progressivement. Il ne le remarquera pas avant qu'il ne soit trop tard. Émilie jeta un coup d'œil au logo de Walker Tech gravé sur le mur de verre. Laisse-le profiter de son week-end. Laisse-le se sentir comme un roi. Sa voix était calme, presque tendre. Le silence qui suivra n'en sera que plus assourdissant. En quittant le bâtiment, Émilie éteignit les lumières derrière elle. Non pas en signe de fin, mais comme la dernière personne à quitter une pièce qu'elle possédait désormais entièrement. Henri se tenait au centre d'une salle de réception au sol de marbre à Abuja, souriant tandis que la musique emplissait l'air. Son téléphone vibra dans sa poche, une alerte de transaction. Il l'ouvrit et fronça les sourcils, refusé. Il essaya de rafraîchir l'application, toujours, refusé. Le front plissé, il rangea le téléphone et fit signe à un serveur. Réessayez, dit-il en lui tendant sa carte noire tout en accompagnant un partenaire potentiel vers le bar. Quelques minutes plus tard, le serveur revint en chuchotant, « Monsieur, je suis désolé, la carte n'est pas passée. » Henri rit, mal à l'aise. Ce doit être un problème de réseau. Essayez la Platinum. Autre refus. Puis la carte de dépenses professionnelles, également refusée. Des murmures commencèrent. Son invité haussa un sourcil. Tout va bien? Henri força un sourire. C'est probablement un malentendu avec la banque. Je vais régler ça. Il s'excusa et se dirigea vers un coin de la salle, appelant furieusement Pénélope. Qu'est-ce qui se passe avec les cartes, aboya-t-il. Appelle la banque maintenant. Pendant ce temps, à la gosse, Pénélope venait d'arriver au bureau lorsque son écran s'illumina de multiples transactions échouées. Confuse, elle vérifia le tableau de bord des comptes et s'arrêta. Restreint,
murmura-t-elle. Une par une, les cartes de l'entreprise, les paies, les dépenses opérationnelles, tous les outils qu'ils utilisaient affichaient le même avertissement rouge, accès non autorisé, gelé en attente de vérification. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Henri. « Monsieur, je crois que vous devez rentrer à Lagos. Quelque chose ne va pas du tout. Tous les accès sont refusés à tous les niveaux. Même le mien. » La voix d'Henri se fit plus basse. « Que veux-tu dire par accès refusé? À quoi exactement? » La voix de Pénélope se cassa légèrement. « Monsieur, à tout. » À cet instant, l'illusion de contrôle d'Henri se fractura. La salle, toujours remplie de musique et de joie, lui parut soudain lointaine. Son sourire s'effaça. Et pour la première fois, l'homme qui se moquait du silence réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qui venait de commencer en dessous. Le sol ne tremblait pas. Il se déplaçait, silencieusement, de manière décisive, sous ses pieds. Émilie était assise à la tête d'une table de conférence privée, entourée de ses nouveaux conseillers juridiques et financiers. Sur l'écran devant elle, le tableau de bord en temps réel de Walker Tech affichait des drapeaux rouges clignotants dans tous les départements. « A-t-il essayé d'annuler quoi que ce soit » demanda-t-elle calmement. Le responsable de la conformité secoua la tête. Il a essayé d'appeler les chefs de département. Aucun d'entre eux n'a plus accès. L'identifiant du directeur financier a été désactivé. Les opérations attendent vos directives. Émilie hocha la tête. Laissez les choses ainsi jusqu'à lundi. Nous nous adresserons au conseil d'administration à ce moment-là. Maya posa un dossier devant elle. Pénélope essaie déjà de nous joindre. Nous soupçonnons qu'elle est au courant, mais n'a pas encore tout compris. Émilie expira. Elle ne tardera pas. Henri non plus. Il n'y avait aucun triomphe dans son ton, seulement de la résolution. Le gel n'était pas seulement une question de pouvoir. Il s'agissait de récupérer ce qui avait toujours été à elle. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. À Abuja, Henri se tenait dans le hall de l'hôtel, hurlant au téléphone. « Comment ça, j'ai été bloqué ?» Sa voix attirait l'attention, mais il s'en fichait. « Qui a signé cette autorisation ?» exigea-t-il. À l'autre bout du fil, Léonard, le directeur financier de Walker Tech, hésita avant de répondre. « Émilie. Elle a pleine autorité légale, Henri. Tout est à elle maintenant. » Un silence pesa dans l'air comme un tonnerre avant l'orage. Henri s'assit lentement, la réalité s'insinuant dans ses os. « Elle ne peut pas faire ça » murmura-t-il. Mais Léonard ne répondit pas. De l'autre côté du pays, Émilie ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger la note pour la réunion d'urgence du conseil d'administration de lundi. Ses doigts ne tremblaient pas. Son regard ne vacillait pas. Henri avait enlevé son nom de tout ce qui était public. Mais il avait oublié que le nom le plus important était toujours sur l'acte de propriété. Et maintenant, ce nom rappelait tout à sa juste place. Silencieusement, légalement, irrévocablement. Henri atterrit à Lagos tard le dimanche soir, la sueur perlant à la base de son cou malgré l'air frais et climatisé du terminal. Dès qu'il entra au siège de Walker Tech, il sentit que quelque chose avait changé. Le hall était plus calme que d'habitude, le personnel de la réception inhabituellement réservé. Lorsqu'il s'approcha de l'ascenseur, l'agent de sécurité, qu'il avait personnellement engagé 2 ans auparavant, leva la main. « Monsieur, je crains de ne pas pouvoir vous laisser monter. » Henri fronça les sourcils. « Vous plaisantez ? Je suis le PDG. » Le garde se tortilla, mal à l'aise. « Nous avons reçu de nouvelles directives. Votre accès a été révoqué ce matin. » Henri sortit son téléphone, tapant son code de sécurité. Refusé. Encore, refusé. Appelez-moi Léonard maintenant, aboya-t-il. Mais à la place, le chef de la sécurité interne arriva, flanqué de 2 autres. Monsieur Walker, on nous a demandé de vous prier d'attendre dans le salon pendant que votre identité est vérifiée. La mâchoire d'Henri se crispa. Vérifiée ? C'est mon entreprise. De l'autre côté de la rue, Maya observait depuis une voiture garée. Elle envoya discrètement un message à Émilie, « Il est là. » Ils lui ont refusé l'entrée. Dans le salon exécutif, Henri faisait les 100 pas comme un lion dans une cage qui rétrécit. Chaque appel qu'il passait restait sans réponse. Même Pénélope, son assistante la plus fidèle,
n'avait envoyé qu'un bref message, on m'a conseillé de ne pas interférer. Je suis désolé. Quelques instants plus tard, Léonard apparut, visiblement secoué, tenant un dossier. Qu'est-ce que c'est, Léonard, exigea Henri. Tu les laisses me traiter comme un étranger. Léonard s'éclaircit la gorge. Henri, j'ai examiné les documents. La propriété d'Émilie est toujours valide. Et légalement, elle est la seule signataire sur tous les comptes opérationnels. La bouche d'Henri s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Léonard continua. Elle a convoqué une réunion du conseil d'administration pour demain. D'ici là, votre accès reste restreint. La pièce vacilla sous les pieds d'Henri. Son visage, autrefois plein de certitude, portait maintenant l'incrédulité hantée d'un homme regardant son royaume se dissoudre, non pas avec une tempête, mais avec un murmure. Émilie n'avait pas crié, pas prévenu, pas menacé. Elle avait simplement agi. La salle de conseil était pleine à 8 heures du matin, une tension palpable entre les sièges en cuir et les écrans numériques. Les directeurs murmuraient entre eux, des documents étalés devant eux, chacun estampillé du logo de Walker Tech et du nom d'Émilie Walker à côté d'eux, propriétaire légal. Henri arriva sous escorte, autorisé seulement en tant qu'invité. Il portait un costume gris pâle, mais son assurance habituelle avait disparu, remplacée par un calme désespéré. Émilie entra 5 minutes plus tard, vêtue de bleu marine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné, aucune trace d'anxiété dans sa posture. Elle se tint à la tête de la table, hocha poliment la tête et commença. Merci d'être présent. Cette réunion vise à clarifier les récentes transitions et à valider la direction de l'entreprise pour l'avenir. Pas de fioritures, pas de discours de vengeance, juste des faits. Elle présenta les enregistrements signés, le transfert de propriété fondateur, les déclarations fiscales archivées et les lettres d'autorisation bancaire. Une par une, les questions du conseil s'éteignirent sous le poids de la vérité documentée. Henri se leva brusquement, les yeux écarquillés. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'étais jamais censé garder ces documents. C'était un arrangement temporaire. Émilie le regarda, sa voix calme. Tu ne l'as jamais annulé. Tu ne me l'as jamais demandé. Et la loi ne fonctionne pas sur des suppositions, Henri. Elle fonctionne sur des signatures. Maya distribua des copies de l'enregistrement légal de l'entreprise. Le directeur financier hocha la tête. Tout est en ordre. Toute sa documentation est valide et contraignante. Henri se tourna vers les membres du conseil, les yeux fuyants. Vous allez laisser faire ça? L'un d'eux, Monsieur Ousmane, leva les yeux. Laisser faire quoi? La propriétaire légitime exerçant ses droits? Elle a plus d'autorité que vous n'en avez jamais eu, Henri. Le coup de grâce arriva lorsque Maya lut la motion. Avec effet immédiat, le conseil reconnaît Madame Émilie Walker comme PDG de Walker Tech. Tous les titres exécutifs précédents détenus par Monsieur Henri Walker sont par la présente annulés. La motion fut adoptée à l'unanimité. Henri resta figé, le visage vide, tandis qu'Émilie rassemblait ses notes et dit simplement « La séance est levée ». Elle ne jubila pas. Elle ne jeta pas un regard en arrière. Elle sortit avec dignité, laissant derrière elle un homme qui avait confondu le silence avec la soumission et oublié que la propriété n'a pas besoin d'applaudissements pour être puissante. Ça a commencé par un verre brisé. Henri, le visage rouge et tremblant, frappa du poing contre le mur de la salle de conseil désormais vide. Le personnel de sécurité resta alerte mais n'intervint pas. Il donna un coup de pied dans une chaise, attrapa une carafe sur l'étagère et la projeta à travers la pièce. « Elle ne peut pas faire ça, rugit-il. J'ai construit ça à partir de rien. » Sa voix résonna contre les panneaux de verre, mais personne ne scia. Maya, toujours présente pour observer et finaliser les signatures, resta impassible. « Vous l'avez construit, dit-elle calmement, avec ses ressources, son travail et son nom. Vous avez juste oublié de lui en donner le crédit. » Henri se tourna vers elle, les yeux injectés de sang. « C'est du vol. » Maya plissa les yeux. « Non, Monsieur Walker, voilà à quoi ressemble la restitution. » Alors qu'il tentait de sortir en trombe, la sécurité le suivit, s'assurant qu'il n'emportait rien avec lui. Pas même la plaque qui portait autrefois la mention « PDG ». Dehors, les journalistes avaient commencé à se rassembler, prévenus par l'assistant d'un membre du conseil. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'Émilie ne l'avait prévu. Les flashs crépitaient, les questions fusaient. Est-il vrai qu'elle possède tout?
Comment a-t-elle réussi ce coup? Henri les bouscula, se cachant le visage. Sa cravate était dénouée et son téléphone vibrait sans fin. Léla, autrefois accrochée à son bras comme un trophée, ne s'était pas montrée depuis le début du gel. La portière de sa voiture se referma derrière lui, mais même les sièges en cuir ne purent amortir la chute qu'il vivait. À l'intérieur du bâtiment, Émilie était assise à son nouveau bureau. Ce n'était pas un trône, c'était un bureau qu'elle avait autrefois nettoyé, organisé, financé. Maintenant, il était à elle, légalement et publiquement. Elle ne célébra pas. Elle ouvrit simplement son ordinateur portable et commença à répondre aux problèmes urgents de l'entreprise. Pas de grandes déclarations, pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste du travail, car cela avait toujours été sa manière de faire. Et tandis qu'Henri criait dans des pièces vides, Émilie était déjà aux commandes, avec le genre de force qui n'a pas besoin d'être bruyante pour laisser le monde admiratif. À midi, le bâtiment de Walker Tech était entouré d'équipes de tournage et de badauds. Les chaînes d'information diffusaient des titres en boucle, Emily Walker surprend l'industrie, déclaré seul PDG de Walker Tech, et une ex-femme gèle les avoirs de son ex-mari dans sa propre entreprise. Les stations de radio organisaient des émissions où des auditeurs stupéfaits débattaient de ce rebondissement comme s'il s'agissait d'un film. Je me souviens l'avoir vu lors d'événements, dit un auditeur. Toujours derrière lui, silencieuse, respectueuse. Qui aurait cru qu'elle détenait les clés depuis le début? Dans les bureaux de Lagos, des femmes transféraient l'article à leur groupe de discussion avec admiration. Voilà à quoi ressemble le silence quand il planifie. Dans les salons de coiffure et les cafés, les gens murmuraient le nom d'Émilie comme une énigme enfin résolue. Pendant ce temps, les pages de réseaux sociaux d'Henri étaient inondées de mêmes moqueurs. Des captures d'écran de la réunion du conseil d'administration et des extraits vidéo de lui se faisant escorter dehors. Ce qui était autrefois de l'admiration se transforma rapidement en dissection publique. Et dans chaque conversation, une chose devint claire, la ville ne faisait pas que regarder, elle la soutenait. À l'intérieur de l'entreprise, Émilie se déplaçait dans les bureaux comme si elle y avait toujours appartenu. Car en vérité, c'était le cas. Elle saluait le personnel par leur nom, posait de vraies questions sur les projets sur lesquels ils travaillaient et écoutait les préoccupations sans prétention. Les départements qui fonctionnaient autrefois en silo sous la direction verticale d'Henri étaient maintenant invités à des sessions collaboratives. Le moral changea. Les réunions commencèrent à l'heure. Les emails reçurent des réponses. Pénélope frappa à sa porte cet après-midi-là, hésitante. Puis-je entrer? Émilie leva les yeux et sourit. Bien sûr. Pénélope entra et posa un dossier sur le bureau. C'est l'arriéré qu'Henri n'a jamais touché. Il n'arrêtait pas de reporter les décisions, disait que ça n'avait pas d'importance. Émilie l'ouvrit et hocha la tête. Ça en a maintenant. Pénélope marqua une pause. Madame, je voulais juste dire que je me suis trompé sur vous. Nous nous sommes tous trompés. Le sourire d'Émilie s'adoucit. Vous ne me devez pas d'excuses. Vous vous le devez à vous-même de ne plus jamais sous-estimer une autre femme. Pénélope hocha lentement la tête, sa voix à peine un murmure. Oui, madame. Émilie regarda par les grandes fenêtres vers l'horizon, témoin silencieux du drame qu'elle n'avait jamais demandé mais qu'elle avait néanmoins conquis. Et maintenant, la ville qui la voyait autrefois comme une ombre la voyait pour ce qu'elle était vraiment, l'architecte. Émilie se tenait sur le seuil de ce qui était autrefois le bureau d'Henri. Les murs portaient toujours les mêmes tons gris froids, les meubles intacts. Sur le bureau se trouvaient des photos encadrées d'Henri lors de conférences de presse, posant avec des investisseurs étrangers, rayonnant lors de cérémonies de remise de prix. Émilie entra lentement, ses talons claquant sur le sol comme un léger roulement de tambour de retour. Elle se dirigea vers la grande bibliothèque et commença à retirer chaque objet qu'il avait placé par vanité. Les photos allèrent dans une boîte, les fausses récompenses aussi. Puis, de son sac, elle sortit un dessin froissé, la représentation de Mika de « Maman au travail », esquissée au crayon de couleur, avec une petite silhouette tenant une mallette. Elle le plaça dans un cadre en argent et le posa au centre du bureau. Il ne correspondait pas à l'esthétique épurée de la pièce, mais il l'ancrait. Il lui rappelait pourquoi elle était revenue et pour qui elle le faisait. Derrière le bureau, elle ouvrit les tiroirs et trouva des carnets remplis de gribouillis, d'idées à moitié pensées, de slogans, de phrases pour flatter son ego. Elle en referma un et le mit de côté. « Nous allons construire notre propre vision maintenant », murmura-t-elle. Juste à ce moment, on frappa doucement à la porte.
Léonard, le directeur financier, passe à la tête. Les membres du conseil veulent programmer votre réunion de bienvenue. Dois-je bloquer un créneau pour vendredi? Émilie hocha la tête. Mettez-le jeudi matin. N'attendons pas, Léonard hésita, puis dit, c'est bon de vous avoir ici. Cet endroit, il semble déjà différent. Elle sourit. C'est le but. Après son départ, elle se tint au centre de la pièce et tourna lentement, absorbant l'espace. Elle avait passé des années à regarder Henri s'asseoir derrière ce bureau pendant qu'elle examinait des documents depuis la table de la cuisine. Maintenant, il était à elle, non par chance, non par vengeance, mais parce qu'elle l'avait mérité. Elle s'assit, les mains sur la surface polie, et ouvrit son ordinateur portable. Les emails affluaient, certains de félicitations, certains choqués, quelques-uns sceptiques. Elle commença à répondre, un message à la fois. Il n'y avait pas de temps pour l'ego, pas de place pour la complaisance. Le bureau ne la rendait pas puissante. Elle rendait le bureau digne de pouvoir. Léla était assise dans le coin sombre d'un restaurant, remuant nerveusement son verre de vin intact. Elle avait essayé d'appeler Henri toute la journée, sans réponse. Quand il lui a finalement répondu par SMS, pas d'humeur. Tout est un gâchis. Elle soupira, les épaules affaissées. Elle parcourut l'interminable couverture médiatique, son nom maintenant subtilement mentionné dans les sections de commentaires. La stagiaire qui pensait avoir remplacé une épouse pour finalement voir l'épouse remplacer un roi. Son estomac se tordit. Tout ce qu'elle pensait avoir gagné le luxe, l'attention, l'accès privilégié disparaissait rapidement. Elle ouvrit son application bancaire et fixa le montant gelé qu'Henri lui avait promis. Loyer à payer. Carte de crédit au maximum. Réputation? En miettes. Quand Henri accepta enfin de la rencontrer dans un petit salon près de l'équille, il était débraillé, la chemise froissée, les yeux bouffis. Tu avais dit que ce serait différent, siffla Léla. Tu avais dit que je n'aurais plus jamais à travailler un seul jour de ma vie. Henri explosa. Eh bien, je me suis trompé, d'accord? Tu veux un travail maintenant? Va demander à Émilie. Elle possède tout. Léla se leva, dégoûtée. Tu m'as menti. Tu as menti à tout le monde. Henri grogna. Tu crois que j'ai vu ça venir? Elle nous a tous joués. Léla ricana. Non. Tu l'as sous-estimé, et j'ai joué le jeu comme une idiote. Elle attrapa son sac et commença à s'éloigner. Il tendit la main. Où vas-tu? Elle se tourna, le feu dans les yeux. Quelque part où je ne suis pas juste l'accessoire de quelqu'un. En sortant, Henri s'enfonça dans son fauteuil, entouré de verres intacts et du poids lourd de sa propre défaite. Léla disparut dans la nuit de Lagos, ses talons aiguilles claquant sur le trottoir comme le bruit d'illusions brisées. De l'autre côté de la ville, Émilie bordait Mika, lui lisant une histoire avec le sourire. Elle ne savait pas que Léla était partie. Elle n'en avait pas besoin. Car lorsqu'une maison est construite sur une confiance empruntée et la tromperie, il ne faut jamais longtemps pour que les murs s'effondrent. Et maintenant, morceau par morceau, l'empire qui avait tenté d'effacer son nom se dissolvait, ne laissant derrière lui que ce qu'elle avait construit. La nuit était lourde de silence. Dans un appartement sombre où il n'aurait jamais imaginé vivre, Henri était assis, voûté sur son téléphone, la lueur de l'écran soulignant les rides d'un homme qui n'était plus habitué à la défaite. Sa boîte de réception était remplie de mails de refus d'investisseurs qui lui serraient autrefois la main avec admiration. Plusieurs partenaires clés avaient changé d'allégeance pour Émilie avec une facilité remarquable. Même son assistante personnelle, autrefois collée à son emploi du temps, avait discrètement envoyé sa démission. Henri fixa son téléphone pendant des heures, sa fierté un rocher trop gros à déplacer, jusqu'à ce qu'il compose finalement le numéro qu'il s'était juré de ne plus jamais appeler. Émilie répondit à la troisième sonnerie, son ton indéchiffrable. Allô. Il ne dit rien au début, se contenta de respirer. Puis finalement, sa voix se cassa. Pourquoi, Émilie? Pourquoi m'as-tu fait ça? Sa voix était douce mais ferme. Je ne t'ai rien fait à toi, Henri. J'ai fait quelque chose pour moi. Il laissa échapper un rire creux, un mélange de honte et d'incrédulité. Tu m'as pris par surprise. Elle ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, ses mots furent précis. Tu as construit un château sur mon dos et peint ton nom sur les murs. J'ai laissé faire parce que je t'aimais. Je suis restée silencieuse parce que je croyais en nous.
Mais tu as confondu mon silence avec une capitulation. Il l'interrompit, son ton défensif, presque suppliant. Tu aurais pu me le dire, me prévenir. La voix d'Émilie changea légèrement. Te prévenir? Pour que tu puisses tout prendre avant que je ne me réveille? Pour que tu puisses brûler le dernier fil auquel je me raccrochais? Il y eut une pause, épaisse de tout ce qu'il ne s'était pas dit depuis des années. Puis Henri murmura, j'ai tout perdu. Émilie ferma les yeux. Non, Henri. Tu as tout jeté. J'ai juste arrêté de ramasser. Il essaya de parler à nouveau, mais elle mit doucement fin à l'appel. Elle n'avait pas besoin de l'entendre s'effondrer. Elle avait déjà survécu à l'effondrement. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux blancs alors qu'Émilie entrait dans la chambre de Mika. Il dormait encore, recroquevillé sur le côté, les bras autour de son éléphant en peluche. Elle s'agenouilla à côté de lui, lui caressant les cheveux. C'est lundi, murmura-t-elle. Tu as école. Il s'agita, clignant des yeux vers elle. Tu dois aller au travail aussi, maman? Elle sourit et hocha la tête. Oui, mais je serai à la maison avant le dîner. Mika sourit. Je peux venir à ton bureau un jour? Elle lui embrassa la joue. Un jour, bientôt. En bas, la maison bourdonnait d'une nouvelle énergie. Son emploi du temps était chargé, réunions stratégiques, appels avec des investisseurs, une interview pour un podcast sur le leadership silencieux. En s'habillant, elle choisit un chemisier vert foncé, frais, audacieux, un pouvoir tranquille. À Walker Tech, le personnel se tenait plus droit quand elle entrait. Il ne la craignait pas. Il la respectait. Son nom n'était plus chuchoté. Il était prononcé avec clarté. Dans son bureau, le dessin de Mika était toujours au centre, juste à côté d'une citation encadrée qui disait « Elle s'est souvenue de qui elle était, et les règles du jeu ont changé ». En signant un nouveau partenariat avec une entreprise technologique internationale, ses mains ne tremblèrent pas. Plus tard dans la soirée, elle rentra chez elle, prépara le dîner avec Mika et lui fit la lecture sous une chaude lampe. Le monde extérieur bourdonnait encore à son sujet. Il y avait des gros titres, des invitations, des interviews. Mais Émilie ne se souciait pas du bruit. Son pouvoir ne résidait pas dans les panneaux publicitaires ou les salles de conseil. Il résidait dans le fait qu'elle pouvait franchir les mêmes portes qui lui avaient été refusées, cette fois, non pas en demandant un siège, mais en ajustant la table entière. Alors qu'elle éteignait les lumières et se glissait dans son lit, son téléphone vibra une fois. Un message d'un numéro inconnu. Tu as gagné. Elle ne répondit pas. Elle posa le téléphone face contre table et ferma les yeux. Car pour Émilie Walker, la vraie victoire n'était pas dans la vengeance. C'était dans la redécouverte. En se retrouvant, en reprenant sa voix et en prouvant que parfois, le plus grand tonnerre commence par l'orage le plus silencieux. Fin. Voici le verset biblique, Ecclésiaste 3, verset 7. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Morale de l'histoire, le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui ne dit rien, car elle observe, se souvient et se prépare. Le parcours d'Émilie montre que la dignité n'est pas la soumission, et que la sagesse attend souvent le bon moment pour se révéler. Dans un monde qui loue le bruit et l'ego, la vraie force est de savoir quand rester silencieux et quand s'élever. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.